Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que cette semaine numéro 4 se passe bien. Vous voyez, depuis la semaine numéro 3, je ne vous ai pas donné de QCM la semaine dernière, je vous donnais un seul travail à faire. Par contre, à la fin de cette semaine, en semaine numéro 4, on aura un QCM et puis en semaine numéro 5, début de semaine numéro 5, il faudra me rendre un devoir type baccalauréat sur le sujet que nous allons traiter aujourd'hui en leçon accélérée. Alors, je vous donne une leçon particulière avec des tiroirs que je vais créer et pour peut-être vous aider à faire les études de cas, puisque moins de la moitié des premières m'ont rendu l'étude de cas. Et donc, j'aimerais bien faire la correction. Je ferai la correction, évidemment, avant le QCM de vendredi, mais si les élèves n'ont pas rendu l'étude de cas, ils ne comprendront pas vraiment ce que le QCM et ne pourront pas, évidemment, avoir une bonne note. Donc, je vous dis de travailler régulièrement. C'est pour vous. C'est vous appliquer à rendre des choses soignées, que ce soit des commentaires de cartes, des croquis eux-mêmes avec une légende. Et je le vois sur certains d'entre vous, mais pas à l'ensemble des classes de première. Donc, je m'inquiète un peu pour la suite du rendu et pour le baccalauréat que l'on prépare dès cette année, vous le savez bien. Dans des conditions particulières, mais c'est pas une excuse. Alors, on va commencer directement ce cours-là. Donc voilà, c'est un cours qui mêle plusieurs choses, c'est-à-dire la découverte des espaces ruraux dans le monde. Alors, ce n'est pas forcément une découverte, puisque vous l'avez fait en sixième déjà, l'espace l'espace agricole. Vous l'avez fait en troisième pour la France seulement, avec les espaces agricoles français, les espaces productifs français et le secteur primaire, évidemment, qui est le secteur qui regroupe l'agriculture, notamment, pas seulement, hein, mais qui regroupe l'agriculture. Vous l'avez fait pour la France. Donc, ce sont des notions du vocabulaire de base que vous avez sûrement entendu, qu'il faudra peut-être régénérer, il faut peut-être justement trouver les définitions et reprendre vraiment les définitions de ces mots-là. Je ne reprendrai pas avec vous dans cette petite vidéo, évidemment. Je donnerai au moins les mots-clés, les mots en vert. Il faut vraiment savoir de base. Et ensuite, les nouveaux mots qu'on apprendra dans ce chapitre-là. Donc, vous voyez que les espaces ruraux dans le monde, ils ont certains types, on va le voir, et aussi ils sont en recomposition, ils sont en transformation, ils étaient composés de choses traditionnelles, on va les voir, et ils sont recomposés, ils sont composés maintenant de choses moins traditionnelles, et ils se différencient. Et les deux sont des espaces ruraux, oui, en tout cas des anciens espaces ruraux. Vous voyez là, cet espace rural, il est dédié uniquement, vous voyez l'activité première, vous voyez avec la dame, c'est l'activité du thé. C'est une activité agricole, l'espace rural est à vocation agricole. C'est là où on produit l'agriculture, on fait de l'élevage, on fait de l'agriculture. Ici, on fait du thé, évidemment, au Sri Lanka, en Asie. Et puis de l'autre côté, vous voyez à San Diego, là, il y a un mot que vous devez connaître. Et si vous ne le connaissez pas, regardez dans la définition. Dans votre livre, il est aussi, hein, dans le livre numérique ou papier, il y a aussi ce mot-là de périurbanisation en Californie, c'est un État du sud-ouest des États-Unis. Et là, on voit évidemment, c'est un ancien, bien sûr, un espace rural et qui a été périurbanisé, c'est-à-dire qui est autour des villes et qui s'est transformé en petite ville avec des lotissements, vous voyez, des maisons les mêmes, hein, et avec des routes pour accéder à ces maisons, des routes privées ou pas privées, et qui ont totalement recomposé, qui ont changé l'espace rural qui, il y a 50 ans ou 100 ans, ces espaces-là autour de San Diego servaient à l'agriculture. C'est un climat méditerranéen. Donc, il y avait évidemment des agrumes, des citronniers, des oranges, hein, les oranges de Californie, elles sont connues. Il y avait peut-être du blé aussi, peut-être certains oliviers, pourquoi pas, ou du vin, bien sûr, beaucoup de vin aussi, il y a le vin de Californie. Et là, voilà, il a été recomposé, et là, c'est plus du tout ça, c'est plus un espace agricole, comme ici, hein, dédié à la production agricole, le produit agricole. Euh, Évidemment, c'est là destiné à la résidence, la fonction résidentielle. Ce sont des gens qui vont sûrement travailler à la ville et qui viennent le soir rentrer à leur maison après le travail. Autre chose aussi, hein, ils vont sûrement donc à San Diego ou à San Francisco, qui est une très grande ville, donc c'est un espace urbain, c'est pas un espace rural, mais ils vont travailler et puis ils se regroupent ici, ils reviennent le soir ici pour, pour dormir et pour
être avec leur famille. C'est peut-être moins cher qu'à San Diego et peut-être certains ont envie d'une maison avec jardin, un pavillon avec jardin. C'est peut-être le rêve de beaucoup de la classe moyenne américaine. On se sent un peu à la campagne, un peu de verre, mais on a quand même d'habitude de la ville, on travaille à la ville, on gagne sa vie avec des activités de ville, on n'est pas agriculteur, hein, par exemple, mais on se pense déjà un peu à la campagne. Et donc, ce n'est pas du tout la même population et pas du tout la même fonction de ces espaces-là. Alors, je vais vous proposer un cours et je vous proposerai aussi des documents pour étayer ce cours-là. On va donc partir des grandes idées des espaces agricoles pour donc, décrire ces espaces-là et ensuite décrire ces transformations, ces recompositions, ces changements, ces mutations. Il y aura ces mots-là que vous trouverez facilement avec les problèmes que ça engendre et avec les problèmes, quelles sont les conséquences de ces recompositions. C'est souvent quelques problèmes ou des conflits entre plusieurs utilisations d'un même espace. Donc, le monde, évidemment, est encore rural agricole. Oui, c'est important de le dire. Bien sûr, hein, on insiste sur le fait que la population urbaine a dépassé la population rurale il y a peu de temps, hein, au début du XXIe siècle. C'est une évolution très importante de notre monde actuel. On est la majorité urbain, ce que l'être humain n'a jamais été avant. Bon. Mais quand même, la population rurale en valeur relative a beaucoup baissé, évidemment. On l'a vu, donc c'est 80% du monde entier vivait il y a 100 ans, hein, donc nos arrière-grands-parents vivaient à 80% à la campagne. Et aujourd'hui, il n'y a plus que 45%, donc moins de la moitié, moins de la majorité de la population mondiale qui vit dans ces espaces ruraux. Espace rural et campagne, c'est synonyme. Mais en valeur absolue, les campagnes n'ont jamais été autant peuplées depuis le début de l'humanité. Donc, en 1919, en 1900, pardon. Bon, alors, avec vous. En 1900, il y avait 1,5 milliard d'habitants dans ces espaces ruraux. Aujourd'hui, il y en a 3,4 milliards, bien sûr. Donc, c'est en valeur absolue. Bien sûr, c'est 3,4 milliards sur 7 milliards, ça fait moins que la majorité. Mais ça fait quand même presque plus de 2 fois la population qu'il y avait au début du XXe siècle. Alors, la répartition est différente de 1900. En 2018, 90% de la population rurale se situait toujours donc dans les pays du Sud, alors qu'en 1900, c'était plutôt dans les pays du Nord. Et surtout dans des grands foyers d'espaces ruraux très peuplés, c'est l'Asie, avec 2 milliards 200 millions de personnes qui vivent dans les campagnes, et puis l'Afrique subsaharienne, avec 600 millions de campagnards, on pourrait dire, ou de ruraux. Et elle est surtout dans ces espaces-là, elle est en forte augmentation. Alors pourquoi? Parce qu'on fait plus de bébés à la campagne qu'à la ville. Il y a plus d'espace, les femmes font être moins d'études, donc elles se marient plus jeunes et donc elles ont potentiellement plus le temps de faire des enfants. Donc il y a une forte natalité, donc c'est toujours, ça augmente beaucoup plus ces campagnes-là, augmente beaucoup plus de population que les villes. Et puis il y a les guerres civiles aussi, notamment en Afrique subsaharienne, mais aussi en Asie, qui ont fait fuir les populations urbaines vers les campagnes. Alors, en Asie, il n'y a pas que seulement des guerres civiles, il y a eu des guerres. Bon, la guerre du Vietnam, évidemment, les Vietnamiens sont partis se réfugier dans les campagnes, ils sont restés après les années 70. Puis, il y a des guerres comme les guerres d'Afghanistan hein, qui favorisent aussi les espaces ruraux, parce que dans les espaces ruraux, en temps de guerre, on a de quoi manger, en tout cas, on peut cultiver les champs, hein, donc c'est important, on a le manger. Et puis, on est relativement protégé des zones de combat qui sont plutôt autour des villes. Hein. On peut bombarder les villes, on peut contrôler les villes, puisque celui qui contrôle les villes contrôle souvent l'espace qui l'entoure. Donc, la campagne est un espace refuge en cas de guerre, civile ou non. On peut le voir sur ce graphique, justement, tiré de Libre Manuel Manière. C'est en libre accès, hein, d'accord. Bon, c'est pas mal aussi comme manuel. Je suis beaucoup inspiré pour le cours. Donc, voici ce graphique où on voit vraiment que les populations, donc depuis 1950 jusqu'en 2020, puis après les prévisions sont en pointillés évidemment, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Mais en tout cas,
entre donc 1950, le milieu du XXe siècle et le début du XXIe siècle, on a vu que c'est surtout dans les pays en voie de développement, c'est-à-dire la courbe orange, où la population rurale a vraiment augmenté. On est passé de 1,5 milliard à plus de 3 milliards en moins de 50 ans, puisque 3 milliards, c'était en 50 ans, hein, en 2000. Et ça continue d'augmenter. Alors, les pays intermédiaires, c'est-à-dire les pays émergents, hein, on l'a vu, les BRICS par exemple, hein, eh bien, il y a une population qui a beaucoup augmenté aussi depuis les années 2000, mais avec la croissance économique importante et l'industrialisation de ces pays-là, hein, on a besoin d'industrie, donc on va vers les villes. On l'a vu en histoire avec la France, hein, l'industrie crée plus de population urbaine, puisqu'il y a l'exode rural, des campagnards, des gens qui travaillaient la terre, qui se transforment en ouvriers, qui travaillent dans les usines, et dans des usines autour des villes, pas dans les campagnes. Donc, cette population rurale diminue beaucoup plus fortement à partir de l'an 2000, notamment en Chine, hein, où la Chine s'industrialise, les années 90, mais aussi 2020, il y a besoin de beaucoup de main-d'œuvre industrielle dans les villes pour continuer sa production et pour produire encore plus. Donc, évidemment, les campagnes se vident, ou là, en tout cas, stagnent, et prévision qu'elles baisseraient beaucoup plus rapidement que les pays en voie de développement qui, eux, n'ont pas forcément certains, en tout cas, ne sont pas rentrés dans l'industrie, le processus d'industrialisation. Vous voyez, dans les pays développés, les campagnes ont baissé, mais de manière beaucoup plus faible. Hein. C'est une baisse assez continue. On est passé de 400 millions à 350 millions. On constate aussi qu'il y a une corrélation et un lien, hein, entre forte population rurale, on est ici, hein, forte population rurale et sous-développement, hein, notamment, alors, notamment dans les PMA, dans les pays donc moins avancés, les zones rurales sont supérieures, les populations rurales pardon, sont supérieures à les populations rurales sont supérieures à 60%. Et au Niger, par exemple, on est à 80% de la population qui est rurale. C'est important. L'agriculture demeure quand même structurante dans les pays, c'est important, et vous avez beaucoup de choses dans votre livre aussi, dans votre manuel pour trouver ça, mais c'est encore un tiroir que je crée, c'est l'agriculture qui demeure structurante dans les campagnes. Alors après le peuplement, c'est cette activité-là. Il y a deux chiffres, hein, je ne dirais pas le cours, vous l'aurez sur Pronote. 50% de l'espace rural est réservé à cette activité, d'accord? Donc, la moitié. C'est 5 millions d'hectares dans le monde, c'est énorme. Et elle marque les paysages, évidemment, puisqu'on voit les aménagements, on voit les terrasses, par exemple. Je vais vous montrer les terrasses. On a vu les terrasses de thé, mais aussi les terrasses et du riz, hein, la culture du riz en elle. Voilà, alors je vais revenir sur le document, parce que je ne sais pas si je l'ai mis en partage d'écran. Hein. J'ai besoin d'une mauvaise manipulation. Donc voilà le document. Vous pourrez faire une pause, évidemment, pour le voir, hein, où on voit l'évolution de la population rurale et on voit vraiment une importance entre sous-développement, hein, et forte population rurale. En plus, en plus de ça, une corrélation entre pays en voie de développement et augmentation de la population rurale aussi, hein, depuis le milieu du XXe siècle. Voilà, alors comme promis, la photo aérienne oblique d'un paysage de rizières, hein, en Asie, en Thaïlande, hein, avec une dame là, avec les rizières qui sont faites alors en terrasse pour justement cultiver la pente, pour que le riz ne parte pas comme ça. On a fait des terrasses plates, hein, c'est-à-dire l'être humain a fait des terrasses plates et il a aménagé le territoire. Évidemment, dans la nature, il n'y a pas ces terrasses-là, hein, il n'existe pas comme ça, ces terrasses-là. C'est l'être humain qui l'a créé. C'est pour ça que je vous dis que l'agriculture est pour faire quoi? Pour faire une production agricole, pour faire du riz. Donc c'est pour ça que je vous dis que que ces espaces-là sont façonnés par l'homme et cette agriculture a imposé des aménagements à l'homme. Alors quand c'est pas la pente pour cultiver dans les montagnes, eh bien ça peut être d'autres aménagements importants pour favoriser l'agriculture. Notamment, par exemple, si ce sont des espaces plats mais avec beaucoup d'eau, eh on va assécher, on va faire des canaux de drainage. Drainage, c'est-à-dire enlever l'eau qu'il y a sur ce terrain plat, par exemple. Cultiver quelque chose. Parce que si c'est un terrain avec beaucoup d'eau, c'est un marécage, de l'eau stagnante, c'est pas forcément bon pour
qu'une culture agricole. Donc, c'est pour ça, voilà, je vous dis donc, alors, voilà, elle marque les paysages, aménagements, terrasses, défrichements. Alors, le mot défrichement, on va le mettre ensemble, hop, en vert, c'est bien aussi, parce que c'est un mot que vous devez savoir. Alors, d'autres mots que je n'ai jamais vus, alors là, il faudra le voir à côté, donc, les paysages agricoles, ils s'appellent les paysages de bocage, et les paysages agricoles qui ressemblent à des open fields. Vous taperez ça sur Internet, vous allez voir les paysages open field et bocage, vous aurez des définitions de ces termes-là. Dans certaines régions, on a privilégié plutôt les paysages de bocage pour cultiver, pour produire de l'agriculture. Et puis, dans certaines autres, on a privilégié des open fields. Aussi, vous verrez pourquoi et comment. Donc, premier chiffre, 50%. La moitié d'espace rural est réservé à l'agriculture. Donc, c'est bien sûr l'activité principale de cet espace. Deuxième chiffre, un tiers des emplois sont agricoles dans le monde. 30%, elle emploie encore 30% des êtres humains sur la Terre. Très important. Même si le chiffre diminue légèrement. Pourquoi il diminue? Puisqu'on mécanise, on introduit quand même des tracteurs ou d'autres machines, des moissonneuses-batteuses, pour permettre donc de gagner du temps, d'avoir besoin de moins de main-d'œuvre pour faire le même travail. C'est donc augmenter les rendements. Si on travaille moins mais on produit autant, on augmente le rendement. Et on augmente donc la productivité. Vous vous rappelez, on avait parlé de ce mot de productivité. Productivité, c'est la production divisée par le nombre d'heures travaillées. Plus le nombre d'heures travaillées est moins important, si la production reste pareille ou augmente, eh bien, on en fait des gains, on gagne de la productivité. Et c'est ce qui a gagné l'agriculture dans le monde depuis des années, depuis l'invention du tracteur au XIXe siècle, vous savez aussi bien que moi, puisque ça faisait partie du chapitre de l'histoire sur l'industrie. Et puis, donc, ces tracteurs se sont peu à peu démocratisés dans beaucoup de pays. Ils ont été inventés aux États-Unis, en Angleterre, et puis l'Europe, l'Asie, une partie de l'Afrique ont commencé, et l'Amérique du Sud, ont commencé à avoir des tracteurs. Et ça se développe encore plus. Donc, ces tracteurs diminuent le nombre de personnes dont on a besoin pour planter, pour récolter dans cet espace-là. Donc, c'est pour ça que cette population, ces emplois diminuent un peu. Il y a moins d'emplois agricoles. Dans le sud, les défrichements pour cause agricole sont supérieurs au nord. On va parler, notamment dans le sujet type bac, de défrichement des forêts tropicales, comme en Indonésie, en Amazonie ou au Congo, évidemment. Vous savez qu'en Amazonie, tous les jours, c'est 56 stades de football qui disparaissent, de forêts qui disparaissent, pour mettre en place de l'élevage bovin, de la viande, ou de la culture de maïs, par exemple, ou de soja, pour nourrir ces mêmes bêtes ou pour fabriquer des plats à base de maïs et de soja. Au nord, c'est plutôt le contraire. Enfin, il y a moins de défrichement, mais ces terres agricoles sont menacées par le mitage périurbain. On l'a vu avec San Diego. Hein. On perd des terres agricoles à cause du fait que beaucoup de citadins ont rêve d'avoir une petite maison, un jardin dans la campagne, pas très loin des villes, où ils peuvent accéder en voiture facilement. Mais ce terrain-là est perdu pour l'agriculture. Des liens importants quand même entre l'espace urbain et rural, je vous laisserai découvrir évidemment. On l'a vu, évidemment, le périurbain avec l'immigration pendulaire. L'amélioration des transports en commun ou particuliers ont permis de repousser très loin la périurbanisation. Des gens qui habitent à 50, 60 km de Lyon, de Paris ou de Marseille, qui vont travailler tous les jours à Paris, Lyon et Marseille, mais dans ces 104 km. Mais ils préfèrent vivre à la campagne, dans une campagne transformée, que à l'intérieur du centre-ville où acheter une maison est impossible ou voire très très cher. Alors ces liens-là, je vous les laisse découvrir, même s'il y a des liens ou des tensions avec les différents acteurs qui aménagent ce territoire-là ou qui habitent ce territoire-là.
quelle est la relation entre l'agriculteur qui est là depuis plusieurs générations sur cette terre-là et le périurbain qui vient de s'installer dans sa petite maison avec une maison avec un jardin et qui a des vies complètement différentes, euh, qui ne se réveille pas à la même heure, qui ne respecte pas forcément les week-ends. Le périurbain, évidemment, ses week-ends sont sacrés puisqu'ils sont là pour ils ne travaillent pas. Et puis, évidemment, il y a aussi l'agriculteur qui, lui, toujours travaille. Un samedi ou dimanche ou lundi, bah, il va travailler avec son tracteur parce qu'il va gêner le sommeil du périurbain qui est juste à côté. Donc, la cohabitation entre ces deux groupes sociaux très différents se passe quelquefois assez mal. Et on va justement le développer dans la quatrième partie. On peut dire aussi que ces espaces sont quand même des espaces attractifs. En tout cas, ils attirent des personnes, des investissements, des entreprises aussi qui sont intéressées par ce qu'il y a dessus sur ces terres-là ou ce qu'il y a dessous ces terres-là. Hein, ou qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc, il y a un espace aussi pour y habiter. On l'a vu à la périurbanisation dans les pays du Nord surtout, mais qui reviennent aussi un peu dans les pays du Sud, quelques pays du Sud ou quelques pays émergents, où on voit un peu comme si les pays du Nord étaient un modèle, mais souvent ce sont des modèles de sociétés qui peuvent être critiquables évidemment. On dit, ah bah tiens, nous aussi on veut une maison à la campagne, ou donc autour de Sao Paulo, à 50 km de Sao Paulo, c'est par exemple ou à 50 km de Lagos, et puis on voit des maisons comme ça où les gens vivent et ils vont travailler tous les jours à la ville avec une voiture. Alors ça dépend évidemment des pays. Si les pays, il faut évidemment des structures de transport très efficaces ou des routes très efficaces et où il y a assez peu d'embouteillages pour arriver à ça. Mais on y arrive dans beaucoup de pays émergents et qui imitent un peu le modèle d'habitat des pays du Nord, en tout cas le développement de ces petites maisons à la campagne qu'on appelle la périurbanisation. Bien sûr, c'est dans des conséquences sur l'habitat et le paysage. Je vous laisse découvrir, je vous laisse lire évidemment ces changements d'habitat et de paysage. Et ces villages-là se transforment. En tout cas, les villages qui sont près des villes se transforment évidemment avec l'arrivée de nouvelles populations, l'arrivée de nouveaux services, de nouvelles entreprises, de nouvelles architectures. Voilà, donc ils changent beaucoup les choses. Et au niveau politique aussi, peut-être. Hein, les nouveaux ne votent pas la même chose que les agriculteurs. Donc, il peut y avoir des tensions dans beaucoup de secteurs. Même au niveau politique, hein, quand on va avoir les élections du maire, hein, les élections municipales, eh bien, ça peut changer beaucoup de choses dans ces villages, y compris la tête du maire et la couleur politique de ce maire-là. Et puis, diversification des campagnes. Et oui, alors là, voilà. Alors ça, vous allez voir avec une carte. Vous l'avez dans votre livre manuel numérique, en tout cas. Les espaces ruraux sont désormais très variés. Et là, il faudrait faire une typologie, donc différents types d'espaces ruraux. On va voir tout de suite ça avec notre carte. Voilà, alors cette carte-là nous indique les différents types d'espaces ruraux dans le monde. Alors, ben, voilà, il y a qu'à lire la légende. Et, voilà, donc, espaces ruraux multifonctionnels, où il y a plusieurs fonctions dessus. Espaces ruraux périurbanisés autour des villes. Vous voyez, hein, autour des grandes villes, Mexico, Polo, Paris, Le Caire, l'Écosse, Kinshasa, par exemple. Aussi, dans des très grandes villes, vraiment autour des grandes villes. Les espaces ruraux touristiques, et oui, alors des grands parcs nationaux, on les verra, ou des montagnes. On est dans les montagnes les Appalaches, donc il y a quelques stations de ski. Par exemple, là, il y a les montagnes des Alpes, hein, par exemple, ce sont des régions très touristiques. Hokkaido aussi, qui est une région très fréquentée par les touristes en hiver. C'est plutôt un tourisme hivernal, tourisme de ski et de sport d'hiver en général. Donc plutôt là, qui sont là. Voilà. Et puis des espaces ruraux à dominante agricole, c'est quand même la majorité. Hein. L'espace du productivisme agricole, un espace de forte productivité, donc là où on est fort mécanisé, où on utilise beaucoup d'engrais, beaucoup de produits chimiques pour augmenter la production de ces espaces en agriculture, hein, maintenant, aux États-Unis, le Brésil aussi, avec ses grandes fermes très vastes, avec l'utilisation du tracteur, hein, dans cette zone d'Amérique du Sud, toute l'Europe évidemment, de Moscou jusqu'au Portugal, et puis quelques régions vraiment très mécanisées, qui sont dominées. Alors, le golfe du Guinée, entre donc Lagos, la Côte d'Ivoire, le Togo, Bénin,
qui sont des régions de forte production agricole, notamment de produits exotiques, ananas, avocats, manguiers aussi, hein, qui sont exportés vers les pays du Nord. Une culture d'exportation très développée avec des grandes aussi, des grandes exploitations, souvent aux mains de grandes entreprises internationales, pas forcément nationales et pas forcément africaines. Pareil pour l'Afrique du Sud. Hein. On voit, il y a les vins d'Afrique du Sud. Souvent, il y a aussi des grandes exploitations qui sont issues de, historiquement, qui ont été évidemment faites par les colons hollandais et anglais qui sont venus s'installer en Afrique du Sud. Ils ont fait des grandes exploitations, avec des grands élevages et avec des méthodes à l'européenne. Hein. Ils avaient découvert évidemment au XIXe siècle le tracteur, et ils ont importé le tracteur et ils ont travaillé la terre comme leurs ancêtres anglais ou hollandais travaillaient la terre. Avec une modernisation et qui a permis une production et des rendements et une richesse très importante. Pareil pour l'Australie. Hein. Ce sont des colons anglais, hein, majoritairement, qui ont exporté leur savoir-faire et leurs machines agricoles et leur engrais chimiques, évidemment. Autre chose, donc, les régions du riz et riziculture dominante, hein, dans tout le bassin tout tropical de l'Asie, hein, proche de la mer aussi, parce qu'il faut des conditions climatiques vraiment très, très particulières, de la chaleur, mais aussi beaucoup d'eau et beaucoup de précipitations, beaucoup de chaleur et très humide. C'est le cas dans cette région-là. Espace d'agriculture vivrière traditionnelle, alors plutôt oui, toute l'Afrique subsaharienne, hein, on est dans l'agriculture vivrière, c'est-à-dire qui sert à nourrir son population, qui les produit, elle ne cherche pas forcément à vendre, bon, à part au marché quelques-unes de ses productions, mais la majorité de la production, elle reste dans le village et elle est achetée dans le village et elle sert à l'alimentation des villageois. Toute l'Afrique subsaharienne, évidemment, et puis l'Asie des montagnes, hein, la Mongolie, le nord de la Chine, par exemple, ou le Kazakhstan, qui sont produits ça. La même chose pour les montagnes, ce sont les Andes, hein, une partie des Andes, les montagnes tropicales d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale. Et ensuite, dans la forêt tropicale, ben voilà, bien sûr les forêts tropicales, Amazonie, Congo, bassin du Congo et toute l'Indonésie, hein, toutes ces forêts-là, qui sont une agriculture sur brûlis, de la cueillette, hein, ce ne sont pas de l'agriculture vraiment, c'est plutôt de la cueillette, et on exploite le bois. Et on a des méthodes de production agricole qui sont traditionnelles sur brûlis, c'est-à-dire on fait brûler la forêt et quelques semaines après, la terre est fertilisée par ceci et donc on peut planter des produits agricoles tropicaux. Et puis, une mise en valeur agricole faible ponctuelle, ben voilà, tout ce qui est au nord, évidemment, vous savez pourquoi, puisque on est dans l'Arctique, hein, donc évidemment, trop froid, pendant 6 mois, il fait 0 degré, aucune plante ne peut pousser, donc c'est vraiment pas la peine. Il y a aussi dans les grandes montagnes des Rocheuses, là aussi, on est dans la cordillère des Andes, mais pas, on est au-dessus des tropiques, et là, ça commence vraiment à faire froid et à avoir plus de 6 mois de gel de 0 degré, donc impossible pour la culture. Alors là, et après, aussi bien évidemment, dans l'Arctique, donc là on est dans le pôle sud, l'Antarctique, et là on est dans le pôle nord, l'Arctique, pardon. Et puis d'autres points qui sont pas du tout ni au nord ni au sud, mais qui correspondent à de grands déserts, des déserts chauds ou des déserts froids. Mais sur le Sahara, là ici, c'est le Kalahari, hein, le deuxième plus grand désert d'Afrique. Et puis on est sur la côte de l'Afrique, on a le désert d'Arabie évidemment, le désert de Gobi en Chine et le désert d'Australie, hein, qui est là. Ça correspond à ces déserts. Donc, ceci permet de voir qu'il y a vraiment différents types de campagnes dans le monde. Et il faut savoir les reconnaître, les localiser et un peu les définir, savoir bon, donc, après cela, vous verrez donc la diversification des campagnes. Qui est là, espace actif. On va voir dans grande B, je ne sais pas. Hop. On va voir dans grand 3 les défis d'une agriculture mondialisée. Alors, le problème, c'est qu'évidemment, on est 7 milliards d'êtres humains. Donc, il y a une demande alimentaire en hausse, hein,
faut absolument produire plus. Et donc, on va voir. C'est la description de notre demande. Et donc, produire plus. Comment produire plus? En disant en fabriquant des agrocarburants, en suivant le modèle productiviste, un modèle qui veut que l'on produise plus et de manière plus rapide. Alors, ces mots-là, évidemment, en vert, je l'ai mis, il faut vraiment trouver les définitions, notamment par exemple en Asie, mais en Inde, avec la révolution verte, encore un processus intéressant que vous pourrez développer. Ça, c'est voilà, produire plus, mais aussi, c'est une agriculture productiviste, peut-être avoir aussi, puisque l'agriculture productiviste a des conséquences écologiques très négatives, érosion des sols, salinisation des sols, la pollution évidemment par les engrais, le défrichement des forêts qui sont le poumon vert de notre planète, notamment les forêts tropicales, qui souffrent de plus en plus de ce défrichement. Il y a de moins en moins d'espaces réservés et protégés pour la forêt et de plus en plus des espaces ruraux réservés à l'agriculture, une agriculture en plus moderne, on appelle ici l'agriculture productiviste, avec beaucoup d'engrais, on met beaucoup de vaches au mètre carré, on va augmenter les rendements, on va évidemment utiliser tous les procédés chimiques et qui permettent de produire plus et moins cher. Alors donc, voilà, la solution, c'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation, la solution à cette agriculture productiviste et aux conséquences négatives de cette agriculture productiviste pourrait être l'agriculture biologique. Alors, pourrait, j'utilise le conditionnel. Le problème, c'est qu'elle ne produit pas assez, elle ne produit pas autant que l'agriculture moderniste. Donc, il faut quand même nourrir 7 milliards de personnes et puis peut-être dans quelques années, on sera peut-être déjà 8 milliards si la population de la Terre ne diminue pas pour l'instant, même si on est tous confinés, ce n'est pas le coronavirus, même s'il fait des millions de morts, et ce n'est pas encore le cas, qui fera diminuer la population, l'accroissement naturel de la population du monde. Pas du tout. Alors, dernier point, ou dernier tiroir, si vous voulez, que je vais ouvrir, sont les espaces de plus en plus multifonctionnels avec des conséquences. Ces espaces-là ont plusieurs fonctions. Ce ne sont pas seulement des espaces destinés à l'agriculture, fonction agricole, pas des espaces destinés forcément seulement à la fonction résidentielle, des espaces de périurbanisation, où on habite et où les gens qui sont de la ville habitent dans ces campagnes-là. Ils ne sont pas non plus des espaces de loisirs, pour être des montagnes pour le ski, ou des montagnes pour le tourisme d'été aussi, pour le tourisme nature, le tourisme vert, le tourisme de randonnée. Non, non, ce sont des espaces qui conjuguent plusieurs fonctions et avec des conséquences que nous allons voir tout de suite, ou je vais évoquer en tout cas. Alors, les campagnes bénéficient d'une diversification industrielle. Et oui, l'industrie, de plus en plus, va s'intégrer à la campagne. Alors, pourquoi? Parce que les terrains sont moins chers. C'est une explication. Deuxièmement aussi, les produits agricoles peuvent être transformés et on va créer une filière agroalimentaire. On peut faire des fromages. C'est un produit qui n'est pas dans la nature, mais il est à base de lait de vache ou de lait de brebis ou de chèvre, par exemple. Eh bien, ce produit, on le trouve dans l'espace agricole. Eh bien, c'est plus facile pour l'industrie, de fabriquer du fromage à côté du lait, fabriqué là, puisque en plus, le terrain est moins cher, et il y aura moins de transport pour transporter le lait jusqu'aux grandes villes et puis le transformer en fromage, ou transformer en yaourt, ou transformer en crème fraîche, ce que vous voulez. Eh bien, ces produits agroalimentaires, ils sont fabriqués de plus en plus dans les espaces ruraux. Donc, il y a vraiment une filière l'agriculture alimentaire ou agro-industrielle. C'est un mot qu'on voulait utiliser, peut-être je vais voir, dans l'agroalimentaire, agro-industriel, c'est-à-dire fabrication de produits dérivés, à partir, dans le fromage, un produit dérivé, à partir de produits agricoles que l'on connaît, le lait, par exemple. Alors, ces régions se transforment avec une activité industrielle, donc on a besoin d'ouvriers, et la main-d'œuvre, on va la trouver évidemment sur place. Ce sont des personnes qui ne seront plus à la campagne, qui n'appartiendront plus à la main-d'œuvre agricole, mais qui appartiendront à la main-d'œuvre industrielle. Ils changeront de secteur. À partir du secteur primaire, ils passeront au secteur secondaire. Merci, il y en a qui suivent.
Aussi, ces espaces sont de plus en plus des espaces de tourisme et de loisirs. Dans les grandes villes, il y a de plus en plus de pollution, le stress, et les gens redécouvrent, alors surtout en France, on a 5 semaines de congés payés, la pratique les week-ends, hein, évidemment, la pratique du tourisme et des loisirs, de plus en plus. Hein, et qui génèrent de l'argent. Hein, évidemment. Les gens qui viennent là, mais ils vont dépenser, ils vont aller au restaurant, ils vont aller à l'hôtel et ils vont dépenser leur argent dans ces espaces-là, même s'ils viennent des espaces urbains, évidemment. Donc, je vous laisse découvrir je vais se lire évidemment le paragraphe où je vous donnerai, je vous le rappelle, sur Pronote, ce document-là. Alors, voilà, le souci conséquence, les conflits d'usage se multiplient. Avec la diversification des populations, urbaines et rurales, mais aussi des modèles agricoles, des visions d'espace rural, de multiples sources de conflits d'usage apparaissent. Le rejet, par exemple, d'aménagement de grands équipements, hein, des barrages, les aéroports, les voies de communication, ces espaces ruraux, pardon. Vous avez vu dans une étude de cas, il y a l'aspect pas dans mon jardin, l'aspect naibai, not in my backyard, N-I-M-B, N-I-M-B-Y, not in my backyard, d'accord. Il y a des populations rurales qui ne veulent pas d'installation d'éoliennes, qui ne veulent pas de grands barrages, qui vont changer, ou de voies de communication, évidemment, de grandes autoroutes, qui vont changer complètement leur mode de vie, hein, avec du bruit ou la transformation des paysages. Et beaucoup se mettent en groupe de pression pour essayer de lutter contre ces aménagements qui ne sont pas liés à l'espace rural, forcément, hein, mais qui permettent à la majorité des gens de travailler dans les villes. Refus des politiques de création d'aires protégées, par exemple, et oui, parce que certains veulent continuer à chasser ou à pêcher, et dans des aires protégées, il n'y a plus de chasse, il n'y a plus de pêche, donc, et ce sont des zones qui sont imposées par Paris, par exemple, hein, ou par la région, donc les grandes villes qui disent, voilà, on va protéger cette zone-là, et c'est eux qui imposent ces statuts d'aires protégées ou non, et évidemment, la population rurale sur place voit ça comme une intrusion, et comme manière de ne pas respecter les populations locales. Donc, il y a des conflits peuvent être des fois violents. Évidemment, le conflit entre les touristes, un espace touristique et un espace agricole. D'accord, ouais. Alors, j'ai fait rapidement hein, avec vous le tour des grandes idées qu'il faudra développer. Dans le manuel, évidemment, vous avez un plan comme cela. Donc, j'attends de faire la capsule. Enfin, la capsule vidéo est pratiquement faite, mais j'attends de faire ces capsules vidéo sur l'étude de cas. J'espère qu'on aura un Zoom jeudi sur ce thème-là, hein, des espaces ruraux dans le monde, qui est quand même un thème très important. Il y a beaucoup de choses à apprendre sur cela, puisque vendredi, vous avez vu, hein, vous aurez un QCM sur ces espaces ruraux dans le monde, et pour la semaine prochaine, un sujet type bac qui concernera évidemment ce chapitre-là. Donc, c'est très important que vous appreniez, que vous pouvez me poser des questions évidemment sur Pronote, évidemment, on parle des sujets de discussion, on peut ouvrir une discussion et continuer à parler et à questionner sur des thèmes que vous n'avez pas abordés. Le souci, c'est que vous travaillez un peu vous-même, et pour l'instant, il n'y a que la moitié des élèves qui m'ont rendu, donc qui ont travaillé sur les études de cas pour montrer que justement ces espaces-là, ces espaces touristiques sont très, très diversifiés. Donc voilà, il y avait 4 études de cas à faire, notamment celle sur la Toscane, hein, qui est une région du centre de l'Italie. Il y avait l'Inde, le Canada. On peut les voir. Hein. Donc, ils sont là, ils sont sur les pages de votre livre. Hein. Avec toujours un croquis à faire ou à compléter. Hein. Ça vous a posé beaucoup de problèmes, ce croquis-là. Donc, oui, à compléter, notamment la légende surtout. Pas forcément, alors, des fois, il faut compléter à l'intérieur du croquis, mais là, il faut compléter surtout la légende. Et puis, des organigrammes qui vous permettent de passer, de voir si vous avez compris le texte et voir si vous pouvez généraliser et simplifier ce qu'il y a dans le texte pour le mettre sur un organigramme.
Alors là, c'est l'étude de cas sur la Toscane. Deuxième étude de cas, c'est sur l'Inde, hein, espace ruraux, espace agricole. Justement, les conflits d'usage en Inde. Voilà, je passe avec vous. Ce sont les fractures des espaces ruraux indiens. Et puis, troisième cas, des espaces ruraux donc, multifonctionnels, comme au Canada, qui peuvent être agricoles, miniers aussi, parce que c'est des secteurs primaires. Hein. Donc, vous voyez, donc l'industrie est très intéressée pour ce qu'il y a, parce qu'il y a en dessous du sol de ces espaces ruraux. Et puis, en touristique, hein, on peut évidemment, il y a des safaris, hein, des safaris dans le Grand Nord canadien pour voir des ours polaires, par exemple. Voilà, la carte est à compléter ici, par exemple. Ensuite, pour les autres, donc l'Éthiopie, pays africain, de la Corne de l'Afrique, donc situé dans un climat qui n'est pas forcément favorable à l'agriculture, hein, où il y a beaucoup de soleil, oui, c'est bien, mais assez peu d'eau. Donc, il faut conjuguer un peu les deux. Voilà. Et bien sûr, quels sont les problèmes de l'agriculture éthiopienne et pour comprendre mieux le sous-développement de ce pays-là. Puis 3, et il y avait les 3. Voilà, Éthiopie, Inde, Canada et Italie, où c'est 4, c'est bon. Voilà. Alors, je vous souhaite bon travail. Je ne vais pas vous dire que mercredi soir, j'aimerais bien avoir tous les devoirs, mais bon, j'aimerais bien, mercredi soir, je vous mettrai la capsule vidéo d'études de cas. Alors, ceux qui n'auront pas rendu l'étude de cas vendredi, ils auront 2 points de moins pour le QCM, c'est tout à fait, je pense que c'est favoriser l'assiduité et le travail régulier de tout le monde. Voilà, je vous remercie infiniment pour m'avoir écouté et donc à très bientôt sur ma chaîne et sur ma chaîne et sur le cours de première. Donc demain, la capsule vidéo. Alors demain, ça sera sur YouTube, donc on va dire. Donc, par la suite, je vous donnerai la capsule vidéo de correction des études de cas que vous voyez ici. Merci beaucoup. Merci à tous.